Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions. Bienvenue à tous pour cet atelier autour de la facturation électronique qui va devenir obligatoire à partir de 2023. On est le 1er avril, mais ce n'est pas une blague. C'est bien un projet du gouvernement qui a été entériné dans le cadre de la loi de finances 2020. Donc on va essayer de vous apporter un peu plus d'informations par rapport à ça. Je suis Axel Kaetka, je suis responsable marketing et communication chez Neovacom, qui est l'éditeur de la solution Frids. Et je suis accompagné pour cet atelier de Lionel Guyot, qui est responsable commercial chez nous et qui sera présent dans le chat pour traiter vos questions. Donc je ne sais pas si vous savez où il se trouve, mais vu qu'on est un petit peu avancé dans la journée, j'imagine que vous avez eu le temps de vous familiariser avec l'outil. Dans les quatre petites cases qui sont en bas de votre écran sur la partie vidéo, vous avez l'onglet chat. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une barre latérale sur la droite. Et donc n'hésitez pas à poser des questions dans ce cadre-là et on essaiera de les traiter au fil de l'eau ou à la fin. De quoi on va vous parler aujourd'hui et comment va se dérouler la présentation? Je vais rapidement vous présenter déjà qui on est, même si certains nous connaissent certainement déjà, Neovacom, parce qu'on est déjà pas mal présent chez les bailleurs sociaux. Ensuite, je vais vous poser rapidement les bases sur qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique, parce qu'il y a une définition légale pour ça, et ça va nous permettre d'avoir les notions de base pour bien comprendre les enjeux de la loi de 2023 et donc comment anticiper ce changement-là dans les pratiques. Donc je vais faire une présentation qui va durer normalement une vingtaine de minutes, et comme ça pourra aussi nous laisser du temps pour échanger à la fin si vous avez besoin. Donc, Fritz, c'est une marque de la société Neovacom. Fritz, c'est une plateforme de collecte des factures électroniques, des factures fournisseurs donc, qui est éditée par la société Neovacom. Neovacom, on est éditeur de logiciels et distributeur depuis 2010. On est une société qui est basée à Marseille. On a une équipe à peu près d'une vingtaine de personnes. Notre métier, c'est de simplifier les processus administratifs et financiers, particulièrement chez les bailleurs sociaux. On a aujourd'hui un peu plus de 300 clients et dans ces 300 clients, il y a 250 bailleurs. Donc quand on parle de simplification des processus administratifs et financiers, de quoi on parle? En fait, on est spécialiste historiquement des échanges de données et des échanges de données métiers des bailleurs sociaux. Donc beaucoup, par exemple, nous connaissent pour les échanges avec la CAF, les échanges avec le SNE, ImoWeb, ALS, des choses comme ça. Et depuis 2010, on travaille aussi, on est partenaire entreprise des grands fournisseurs de fluides et des grands fournisseurs d'énergie pour la transmission de leurs factures électroniques, parce qu'on sait que c'est un enjeu particulier pour les bailleurs, autour notamment de la récupération des données de consommation. Et donc on travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur ce sujet-là, et c'est dans ce cadre-là qu'on est devenu partenaire de l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui a piloté la mise en place de Chorus Pro, qui est une plateforme qui a été imposée du coup aux OPH en 2017 pour réceptionner leurs factures électroniques. Donc on a accompagné les OPH sur ce sujet-là pour récupérer automatiquement les factures depuis Chorus et les intégrer dans les ERP d'Areon, de Sopra, voilà tous les acteurs qu'on peut retrouver chez les bailleurs sociaux. Et donc on s'est aussi intéressé par là aux problématiques des ESH qui eux ne disposent pas de Chorus. Et donc c'est un peu le rôle en tout cas qu'on a voulu donner à Fritz, c'est de pouvoir permettre aux ESH de collecter de façon électronique leurs factures fournisseurs pour améliorer le processus de traitement, automatiser le plus de tâches possible et pouvoir gagner en productivité sur ce sujet-là. On est aussi membre du Forum national de la facture électronique, et donc cette casquette-là, ces expertises-là, c'est ce qui nous a permis de participer au groupe de la DGFIP, au groupe de travail de la DGFIP qui travaille sur les contours justement de la mise en place de la généralisation de la facture électronique pour les entreprises françaises. Je vous ai parlé de Fritz, comme je vous disais, c'est un produit, une plateforme qui va vous permettre, une plateforme collaborative qui va vous permettre de gagner en productivité et améliorer les relations client-fournisseur, on va dire, et qui se base sur la facture électronique. On a déjà une trentaine de clients bailleurs sociaux aujourd'hui qui utilisent Fritz au quotidien pour recevoir la facture électronique. Ce qui fait qu'en fait, on a déjà aussi énormément d'acteurs, fournisseurs du monde des bailleurs qui sont connectés sur cette plateforme. Ici, je vous ai mis quelques exemples, majoritairement, comme je vous l'ai dit, déjà des prestataires d'énergie et de fluides qui, on le sait, ont une importance particulière pour vous. Et donc, ces fournisseurs-là, ils sont déjà prêts sur Fritz à envoyer leurs factures aux prochains utilisateurs. Voilà très rapidement un petit peu pour qui nous sommes. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, une facture électronique, qu'est-ce que c'est? La facture électronique, elle est définie par l'article 289 du Code général des impôts, qui nous dit qu'une facture, elle est considérée par l'administration fiscale comme électronique, à valeur légale, si et seulement si le processus il est dématérialisé de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, la facture n'a été imprimée. Donc si vous avez un papier que vous passez dans un outil de lecture automatique de documents et que vous traitez après en PDF,
En fait, c'est pas une facture électronique. C'est toujours une facture papier, c'est l'exemplaire papier qui conserve la valeur légale. Ça, c'est très important à percevoir parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser du papier. Donc voilà. Par contre, cette définition, elle est quand même très large, elle pose pas les bases de format, ça devrait évoluer d'ici 2023. Mais en attendant, ça a donné lieu un petit peu à différents types de pratiques et on retrouve aujourd'hui différents types de factures électroniques. Le premier type, le plus répandu et celui qui va parler certainement au plus de monde, c'est le PDF simple, que j'appelle ici simple. C'est un PDF classique en fait, hein, c'est l'exemple que vous avez un petit peu en arrière-plan sur le diapo. C'est une facture, somme toute PDF. Je vais pas vous faire l'offense d'expliquer ce que c'est. C'est déjà une forme de facture électronique. C'est pas le meilleur, c'est déjà une amélioration pardon, comparé au traitement papier. Mais quand vous recevez un PDF, ben, soit vous le passez dans un outil de lecture automatique de documents, et à ce moment-là, il va reconnaître quelques champs, vous allez être obligé d'en corriger quelques-uns, mais vous êtes obligé d'intervenir pour valider les informations. Soit vous n'avez même pas d'outil de lecture automatique de documents, et à ce moment-là, vous allez être obligé de tout saisir à la main. Et donc on voit bien que c'est quand même chronophage, c'est une amélioration par rapport au papier, parce que ça se transmet plus rapidement, mais c'est encore pas l'idéal pour travailler vraiment rapidement. Et dans tous les cas, d'ici 2023, 2025, ça devrait disparaître parce que le gouvernement ne compte pas du tout s'appuyer sur le PDF. Et c'est même écrit dans les textes, dans le rapport de la DGFiP qui a été remis, que le PDF ne serait plus accepté comme un support pour les factures. Et donc le gouvernement, il souhaite vraiment passer sur des formats qu'on appelle des factures structurées. C'est l'exemple que vous avez ici au premier plan. On est sur des formats de factures qui sont ici pas du tout lisibles pour un être humain, mais le but en fait c'est d'être reconnaissable automatiquement par des logiciels de gestion. Vous voyez les petits textes en bleu, en rouge, en violet, tout ça en fait c'est des balises qui vont permettre au logiciel de dire sur cette ligne, vous allez retrouver la TVA et voici le numéro. Sur cette ligne, vous allez retrouver le SIRET, voici le numéro. Sur cette ligne, telle information, et ainsi de suite. Et donc en fait, les logiciels, quand ils voient arriver ces formats-là, ils savent automatiquement quelle est l'information et à quel endroit, et donc on peut reconnaître à 100% et être sûr d'avoir la bonne information. Et là, on va pouvoir automatiser toutes les étapes de réception, de tri, de saisie des informations. Ça permet aussi d'effectuer des contrôles sur les factures. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait sur Fritz, mais quand une facture comme ça arrive, on peut vérifier que toutes les mentions obligatoires sont bien présentes, que le numéro de facture, c'est pas un numéro qui est en doublon. Et tout ça, c'est encore des choses qui vont venir améliorer le process. Donc c'est vraiment là-dessus que se basent les plans du gouvernement pour 2000. Et ensuite, évidemment, on est aussi capable, via nos logiciels, de pouvoir, pardon, excusez-moi, de pouvoir rematérialiser une version lisible pour les personnes, quoi, pour que tout le monde puisse quand même interpréter ces documents-là. Et donc à la fin, le dernier type de format, c'est ce qu'on appelle une facture mixte. Et là, on va faire en fait un mélange des deux mondes, tout simplement. Enfin, tout simplement. On parle d'un format de facture qui s'appelle Facturix, qui est en train de se répandre doucement, qui naît d'un projet franco-allemand, où en fait on a l'impression d'ouvrir un PDF, on va se retrouver avec une version lisible comme vous pourrez retrouver en arrière-plan sur le diaporama, mais qui va incorporer, on va dire, des données structurées pour être traitées automatiquement par les logiciels de gestion. Donc on est un petit peu sur le meilleur des deux mondes. Voilà. C'est ce que je voulais un petit peu vous expliquer parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu les enjeux de 2023 et on va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet. Alors la facture électronique obligatoire en 2023. Je vous l'ai dit rapidement en introduction, l'État a fait un premier pas vers la généralisation de la facture électronique en 2017 quand il a rendu la facture électronique obligatoire pour les organismes publics, donc les OPH, avec la plateforme Chorus Pro. La suite logique, c'est cet article 153 qui a été publié dans la loi de finances 2020 et qui a été accepté, ça doit être le 28 décembre 2019, il me semble. Qu'est-ce qu'il dit cet article-là? Il dit que les échanges de factures entre assujettis à la TVA en France devront se faire de façon électronique à partir de 2023 et entre 2023 et 2025 au plus tard. On va voir le calendrier juste après. L'objectif que l'État poursuit avec cette loi, il y en a deux. Le premier, c'est de réduire la charge des entreprises en matière de facturation pour réduire les délais de paiement. En fait, l'idée, c'est de venir améliorer tout ce qui est traitement des factures pour réduire les délais de paiement parce que c'est une problématique vraiment importante en France. Il faut savoir qu'on est parmi le top 10 des plus mauvais pays mondiaux sur les délais de paiement et c'est une faillite sur 4 d'entreprises en France qui est due à des retards de paiement. C'est pas qu'on n'arrive pas à vendre, c'est qu'on n'arrive pas à se faire payer. Donc il y a une vraie problématique là-dessus, économique, et un des objectifs, c'est donc de réduire ces délais de paiement-là. Le deuxième, et enfin peut-être même le premier par ordre d'importance, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. La TVA, c'est le premier budget de l'État, et chaque année, c'est à peu près 15 milliards d'euros qui sont perdus
à cause de la fraude à la TVA. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. L'idée de cette loi, c'est aussi de pouvoir contrôler justement plus finement ces données de TVA pour limiter la fraude. Le calendrier, on en a parlé rapidement. Il y a 2 étapes dans le calendrier. La première, c'est vraiment 1er janvier 2023, toutes les entreprises vont devoir se mettre en capacité de recevoir des factures électroniques. C'est-à-dire que peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le secteur d'activité, les entreprises françaises qui sont assujetties à la TVA vont devoir être capables de recevoir des factures électroniques. La deuxième étape, c'est l'obligation d'émettre des factures à destination de ses clients, qui va se faire progressivement entre 2023 et 2025. 2023, les grandes entreprises, 2024, les ETI, 2025, les PME et les TPE. Donc voilà, on sait bien que pour les bailleurs, pour vous par exemple, on va se retrouver plutôt vers 2024 et 2025 pour l'émission. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment 2 paliers. Le premier, c'est 2023 pour la réception. Le deuxième, ce sera à partir de 2024-2025 pour l'émission des factures. Et donc maintenant, comment ça va se passer ce sujet-là? Donc voici, ça c'est un schéma simplifié du mode de fonctionnement qui a été retenu par l'État. Il faut savoir que la DGFiP a mené des enquêtes auprès de ce qui se fait déjà chez les pays qui ont mis en place ce genre de système, en Italie par exemple, en Espagne, dans d'autres pays d'Europe, mais aussi dans le monde, notamment au Mexique. Et donc, pour retenir ce schéma-là, en Italie, par exemple, le gouvernement a fait le choix d'imposer une plateforme centralisée par laquelle passeraient toutes les factures. C'est pas le choix qui a été fait en France. On est plutôt inspiré du modèle mexicain, qu'on appelle communément un modèle en Y, et qui a 2 composantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 objectifs, la réduction des délais de paiement, on va essayer d'y répondre avec l'e-invoicing, je vais vous expliquer ça juste après, et le contrôle de la TVA, et là on va essayer d'y répondre avec l'e-reporting. C'est vraiment les 2 composantes importantes de ce projet-là. L'e-invoicing, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'échange de factures électroniques qui va se faire du fournisseur au client directement entre entreprises sans passer par une plateforme centralisée. En fait, ce qui va devoir être fait, c'est que l'État compte s'appuyer sur un réseau de plateformes certifiées, donc c'est-à-dire des acteurs de dématérialisation qui vont devoir passer une certification et qui vont avoir du coup l'autorisation d'échanger des factures électroniques entre eux pour le compte de leurs clients. Donc le fournisseur va avoir une plateforme certifiée d'émission qui va créer la facture, qui va la transmettre à la plateforme certifiée de réception, qui va du coup collecter la facture pour le compte du client et pour ensuite la rendre intégrable par l'ERP. Et donc qu'elle va poursuivre son traitement. Ça, c'est l'échange de factures électroniques. Pour ça, nous, je vous disais, on fait partie des groupes de travail de la DGFiP. On y était la semaine dernière, par exemple. On discute justement des mentions qui vont devenir obligatoires qui ne l'étaient pas, des formats de factures qui vont rentrer dans cette obligation-là, parce qu'il y a des formats structurés, il y a des formats mixtes, mais il y en a une grande diversité et il y a quelques formats qui vont être imposés. À minima, on va dire. Donc voilà, c'est un écosystème de plateformes certifiées qui vont devoir s'échanger les factures. En parallèle de ça, il y a l'e-reporting. Ces plateformes certifiées-là, en fait, elles vont devoir envoyer des informations à l'État pour que justement il puisse faire les contrôles de TVA. La plateforme d'émission, elle va devoir créer un fichier avec certaines données de facturation, pas la facture en entier, hein, mais quelques données de facturation qu'elle va devoir transmettre à la plateforme publique dans un certain format. Les plateformes de réception, elles vont devoir transmettre des statuts de traitement. Vous le savez certainement mieux que moi, mais une facture qui arrive n'est pas forcément déjà à la bonne adresse, n'est pas forcément adressée à la bonne entreprise, peut avoir une erreur de montant, et donc ne doit pas être traitée. Et donc il ne faut pas que l'État en tienne compte dans les comptes de la TVA. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des statuts à retourner qui vont devoir aller dire oui c'est une bonne facture, oui je la traite, la facture est mise en paiement, la facture est payée. Après, l'invoicing, ça va comprendre un certain nombre de factures qui vont être échangées entre entreprises françaises, mais ça ne comprend pas toutes les factures. Par exemple, la gestion des situations de travaux, on n'est encore pas sûr que ça va rentrer dedans. Ce qui est note de frais, ça ne rentrera probablement pas dedans non plus. Et tout ce qui est certain qui ne rentrera pas dans l'invoicing, c'est par exemple tout ce qui est facture de fournisseurs étrangers ou facture que vous émettez à destination des clients, donc du B2C. Tout ça, ça rentre pas dans ce périmètre-là. Par contre, ça devra faire l'objet du e-reporting à la plateforme publique pour justement qu'ils aient un aperçu global de ce qui se passe au niveau de la TVA. Voilà un petit peu le schéma qui va être retenu, qui est retenu et qui va s'appliquer normalement à partir de 2023 pour les entreprises. Donc c'est-à-dire un échange de factures électroniques entre plateformes certifiées et un reporting à faire à l'État sur les données de TVA. Maintenant, on a conscience que, et l'État aussi en a conscience, que ça va vraiment changer les modes de fonctionnement des entreprises. Aujourd'hui, on est à peu près sur 80% de factures qui sont encore échangées en papier en France. Donc c'est un volume très important et c'est une transformation qui va devoir se faire rapidement parce qu'il faut être en capacité, comme je le disais, de recevoir en 2023. Donc c'est déjà demain. Il va pas falloir commencer à se pencher sur le projet dès décembre 2022.
parce que ce sera un peu tard, même si on se doute qu'il y aura certainement des tolérances, mais en tout cas l'idée c'est d'être prêt au 1er janvier. Et aussi, bah, ce serait dommage d'attendre parce qu'en fait, la facture électronique, c'est un vrai levier d'efficacité. On l'a vu, on en a parlé un petit peu en introduction, mais on le sait, quand on traite du papier, il y a plein de sources de problèmes possibles, et donc la facture électronique, ça va venir régler tout ça. Et donc maintenant, on va essayer d'aborder un petit peu justement comment anticiper ce changement-là, comment se préparer et qu'est-ce que ça implique pour vous. Là, je vous ai mis déjà une explication un petit peu, un découpage du coût de traitement d'une facture fournisseur. Alors c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui le dis, enfin c'est moi qui vous le dis là, mais c'est des chiffres qui ont été avancés par le cabinet Ernst Young, qui est un du Big Four des cabinets d'expertise comptable au niveau mondial, qui a mené des études là-dessus auprès de différentes entreprises et qui donc a chiffré le coût de traitement d'une facture fournisseur à 15 euros par facture. C'est pas tous des coûts réels, je veux dire de l'argent que vous sortez, il y a aussi des coûts humains qui sont pris en compte là-dedans dans le traitement. En fait, on le comprend facilement. Il y a beaucoup d'étapes manuelles quand on reçoit une facture papier, que ce soit au niveau de la réception, du tri du courrier, il y a la saisie des informations, que ce soit manuel ou même si ça passe dans un outil de lecture automatique de documents, il y a des choses à vérifier. Il y a des erreurs qui peuvent être faites. Il faut savoir qu'une erreur dans les mentions obligatoires sur une facture, ben, ça peut être, ou une mention manquante, des choses comme ça, vous pouvez être sanctionné à la hauteur de 15 euros par erreur, et c'est cumulatif par le nombre d'erreurs, donc ça peut vite chiffrer. Ça, c'est des coûts, et évidemment, après, quand il y a des erreurs, ben, il y a le temps de correction, des choses comme ça. Après, il y a tout ce qui est validation, qui peut entraîner des circulations un petit peu interminables dans les bureaux, des documents qui se perdent, des temps de traitement qui s'allongent. Évidemment, il y a des étapes de paiement, un coût d'archivage, donc ça, c'est un peu plus concret en général, parce que soit vous avez les boîtes chez vous et vous les voyez bien, et du coup, vous voyez bien aussi le temps qu'il faut pour aller récupérer un document à l'intérieur quand on cherche quelque chose de particulier, ou alors peut-être que vous archivez vos factures même chez un prestataire, et donc là, ça coûte encore quelque chose. Et après, il y a toute la gestion des litiges avec les fournisseurs. Quand on passe sur la facture électronique, on va économiser et réduire beaucoup de ses coûts. Ce coup-ci, on a un coût de traitement qui est estimé à 5 euros par facture. Bah déjà parce qu'il n'y a plus les premières étapes. Tout ce qui est réception, tri, c'est ce que je vous disais avec la facture structurée, saisie des données, tout ça c'est automatisé. En plus, on va réduire les risques d'erreur parce que je vous montrais sur la facture structurée, je vous expliquais, nous sur Fritz par exemple, on applique des contrôles. Donc on va contrôler que les mentions obligatoires sont présentes, que le bon numéro de bon de commande est présent, que le numéro de facture, eh ben, il n'a jamais été connu sur la plateforme, donc c'est pas un doublon. Donc vous êtes sûr de traiter des factures qui sont conformes et qui sont bonnes. Derrière, évidemment, de dématérialiser tout ça, ça va accélérer le processus de validation, parce qu'on peut automatiser des étapes, et tout circule beaucoup plus facilement quand c'est en virtuel que quand c'est en papier, en physique. Ça va venir accélérer le paiement, pardon. Et derrière, l'archivage, ben, on n'a plus les coûts de stockage. Typiquement, en général, les acteurs, l'archivage légal des factures, il est compris dans les offres et sur les plateformes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Euh, donc il n'y a plus de coût d'archivage. Et évidemment, ça va venir aussi, du coup, vu qu'on sécurise un petit peu tout le process, euh, réduire les coûts de gestion des litiges. Il y a moins de sources de conflits parce que déjà, on est plus efficace, donc on paye plus rapidement. Et en plus, nous, par exemple, on est capable de fournir des statuts de traitement des factures aux fournisseurs. Donc ils ont accès gratuitement à la plateforme pour venir voir bah, où en est tout simplement le traitement de la facture, ce qui va permettre du coup de limiter aussi les sollicitations pour les experts, les services comptables, pardon. Voilà, plutôt que vous faire une liste de fonctionnalités, comme ça, je voulais vous partager juste un petit peu 2 cas, sur lesquels on a travaillé un petit peu chez des collègues à vous, ESH. Le premier, c'est le bailleur, social Un Toit pour tous. Pour vous parler rapidement de sa configuration, ils sont, sur Ulysse de Sopra, et ils reçoivent à peu près 20 000 factures par an. 20 000 factures fournisseurs. Ils avaient 3 problématiques quand ils ont fait appel à nous. La première, c'était bah, la centralisation des factures, parce que justement, leur gros souci, c'était qu'ils ont plusieurs adresses physiques, plusieurs donneurs d'ordre, donc potentiellement plusieurs personnes qui peuvent être destinataires des factures. Donc les factures, elles arrivaient un petit peu à différents endroits, à différentes personnes, ils étaient jamais sûrs de tout traiter. Quand ça arrive à une adresse, il faut que ce soit redirigé vers l'adresse centralisée, on va dire, pour pouvoir être traité. Donc ça rallonge les délais, et on n'est jamais sûr d'avoir tous les documents. Donc ça, c'était déjà le premier souci. Le deuxième, c'est qu'au sein de l'équipe comptable, ils avaient 2 personnes qui étaient exclusivement consacrées à la saisie des informations, au tri des factures, à la réception, au tri, à la saisie, pardon. Ils avaient une LAD, mais du coup, ils devaient vérifier les données du scan, et donc tout ça, ça prenait du temps. Ils voulaient pouvoir automatiser ces missions-là, pas pour remplacer les personnes, mais pour pouvoir les réattribuer sur des missions plus importantes, notamment le suivi des paiements des fournisseurs. Et ça, c'était leur troisième problématique, vraiment sécuriser les délais de paiement. Donc en fait, ils ont mis en place Freeze, et maintenant, voilà, bah, les bénéfices, là, c'est ce que nous dit Monsieur Pellerin, mais c'est qu'en gros, effectivement, ils centralisent maintenant toutes les factures dans un même outil. Pour toutes ces factures qui arrivent sur Fritz, bah, comme je vous le disais,
L'idée, c'est qu'on reçoit vraiment de la facture électronique, donc ça s'intègre automatiquement dans l'ERP. On gagne en productivité parce qu'on supprime un petit peu toutes les étapes manuelles. Et surtout, ça a limité les sollicitations des fournisseurs, parce que les fournisseurs sont contents de pouvoir aller sur la plateforme et consulter le statut de traitement des factures. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est venu limiter un petit peu la charge des équipes comptables qui avant devaient prendre les coups de téléphone pour traiter les appels des fournisseurs. Le deuxième cas, c'est le cas de Sodi9. Donc c'est pareil, ils reçoivent à peu près 20 000 factures par an. Et ils sont aussi sur Ulysse. J'aurais pu prendre un autre exemple parce qu'on travaille aussi très bien avec Areon, Icos et Aravis, enfin voilà, tout l'écosystème un petit peu des bailleurs sociaux. Mais là, je trouvais que c'était un cas parlant parce que par rapport à la période qu'on traverse, ils nous ont contactés après le premier confinement en fait. Euh, En début d'année dernière, ils étaient à 100% sur des factures papier. Et, euh, et donc ça a donné de gros problèmes en fait au moment où est arrivé le premier confinement, tout simplement parce que là, on a été dans l'obligation de télétravailler et c'était pas possible pour le service comptable. Ils ont dû organiser des rondes et une personne par semaine passait au bureau pour récupérer les factures fournisseurs et traiter ce qu'elle pouvait. Parce que quand on passe d'une équipe qui est là tout le temps, toute la semaine, à une personne qui vient une fois par semaine, forcément on perd un petit peu en capacité de production. Donc ils avaient un vrai problème par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. On a commencé à travailler avec eux, un petit peu travailler sur leur projet l'année dernière. Et le projet s'est vraiment lancé en novembre 2020. Et là, c'est vraiment depuis, j'allais dire, ils vont très très vite parce qu'en fait, ils sont montés en charge très rapidement sur la facturation, sur la facture électronique. Les premiers mois, novembre, ils ont reçu 350 factures de façon électronique. Le mois d'après, c'était 700 et quelques. Et le mois de janvier, c'était 1100. Ils ont déjà passé 1100. Ce qui fait qu'ils sont déjà en fait maintenant à plus de 70% de leurs factures qui sont reçues de façon électronique après à peine 3 mois de mise en place de projet. Donc c'est une très belle montée en puissance. Ça leur permet maintenant en fait carrément de télétravailler. Tout le traitement des factures est dématérialisé, la chaîne de traitement, et ils sont capables de traiter à distance depuis chez eux. Donc ça, c'était l'objectif vraiment recherché. Le deuxième, c'est qu'évidemment, ils avaient en fait aussi des soucis avec leur outil de lecture automatique de documents parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la qualité des données et après de l'image qu'ils avaient pour travailler avec les factures. Et donc là, vu qu'on est sur des formats électroniques, encore une fois, on zappe cette étape-là, on a des données qui sont de qualité et des images qui sont parfaitement lisibles, comme je vous le disais, parce que nous, on est capable de retransformer les données structurées dans un format qui est lisible à l'œil. Et ce coup-ci, c'est pas du scan, donc on voit bien que l'image est de nettement meilleure qualité. Donc ça a amélioré aussi tout leur traitement des factures. Et en plus, c'est quelque chose qui est encore une fois très bien perçu par leurs fournisseurs, qui eux ont accès à Freeze, encore une fois, pour consulter les statuts de traitement et qui, du coup, sont aussi satisfaits de ce changement-là parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut des fois faire un peu peur. Alors, comment mes fournisseurs vont-ils passer à ça? Mais en fait, nous, on fait beaucoup d'accompagnement là-dessus et c'est quelque chose qui se passe très bien. En général, les fournisseurs sont aussi contents de toute façon d'utiliser ce mode-là parce que déjà, ils se font payer rapidement et en plus, ça sécurise le traitement, c'est traçable et ils savent où ils en sont. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a balayé le tour de la présentation que je voulais vous faire. Je sais, j'ai passé les sujets un petit peu rapidement. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Donc là, déjà, on a un peu de temps, donc vous pouvez poser des questions. Je les traiterai avec plaisir. Vous avez le site de Frieds, vous avez le site de Neovacom, surtout Frieds, par contre, où il y a toutes ces informations autour de la facturation électronique. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Et puis après, vous avez les réseaux sociaux, tout ça aussi, où on est présent, et donc vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions un petit peu par rapport à ce que j'ai dit, ou même des retours, si ça a été clair ou pas, s'il y a des points que vous voulez éclaircir. Moi, je suis preneur, n'hésitez pas par le chat à me dire ce que vous en avez pensé. Et de toute façon, après, je sais que la journée elle est chargée, donc si vous voulez profiter des 5 minutes pour pouvoir passer aussi à l'étape suivante, je vous en voudrais pas, quoi. Ah, je vois on m'a mis un petit pouce, c'est que c'était pas si mal. Merci. Comment sont intégrés les PDF simples? Alors les PDF simples, on a différentes façons de les traiter. En fait, on propose soit un portail justement de mise à disposition où le fournisseur, il va sur l'espace où il consulte en fait les statuts de traitement, ils vont pouvoir se connecter sur Freeze et déposer leur PDF. Et donc là, pour le coup, on propose un outil qui s'apparente à la LAD, mais qui a des performances un peu meilleures parce que la technologie est différente, qui va venir pré-remplir les champs. Et du coup, on est capable de traiter les PDF par ce portail-là, par du dépôt mail aussi. Donc, c'est effectivement un plugin à Outlook qui va venir se poser dans votre boîte mail qui permet de transférer automatiquement les factures vers Freeze.
Voilà. Après, si vous avez des questions aussi très techniques comme ça dans l'opérationnel par rapport au produit, bah, on serait ravi de vous le présenter. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut aussi caler des démos, des choses comme ça si vous voulez en savoir un peu plus, quoi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, présentation très claire, merci. Ouais, merci. A-t-on idée du nombre de bailleurs ayant mis en place cette démarche? Bah, alors, nous, aujourd'hui, on a une trentaine de clients déjà bailleurs qui travaillent avec nous et qui travaillent sur ce projet-là. Après, voilà, c'est ce que je peux vous dire aussi un petit peu. Donc, on travaille un petit peu sur toutes les configurations, hein. On travaille aussi avec les ERP, justement, parce que collecter la facture, après, le traitement se passe aussi dans une partie dans l'ERP. Donc, on est très familier, les équipes de Sopra, d'Arion, d'Aravis. On travaille aussi avec des logiciels propriétaires. Donc, on a un petit peu appréhendé les différents domaines. Et on a une trentaine déjà de clients Freeze, je vous disais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre? Non, bah écoutez, dans ce cas-là, s'il n'y a pas plus de questions, bah, c'est moi qui vous remercie d'avoir été présent et de m'avoir écouté. Encore une fois, il y a toutes nos coordonnées, vous avez le site. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions qui vous viennent après. On est à votre disposition sur ce sujet-là. Et puis sinon, bah, je vous souhaite bon courage pour la suite de l'après-midi et des bons ateliers pour ceux qui en suivent d'autres. Donc je vous dis à bientôt.